Dans la nuit du 7 octobre 1688, un crâne en poterie est tombé de la fenêtre du premier étage du château de Prague. Il se brisa sur la dalle de pierre de la cour et une masse épaisse et rouge foncé, ressemblant à du sang, s'en échappa. Aucun garde n'a osé ramasser les tessons. Une demi-heure plus tard, la même solution est apparue sur le seuil du bureau de l'alchimiste Michal Sendivoy. Il s'avéra plus tard que le liquide contenait du plomb, de l'arsenic et des restes de sang humain. À partir de ce jour, des bougies furent allumées dans les appartements de Rodolphe II, même pendant la journée. L'empereur romain, autrefois protecteur des arts, de l'astronomie et de la philosophie, ne quittait plus sa chambre à coucher. Les documents sont apportés sur un plateau d'argent enveloppé de toile. Rodolphe ne voulait pas que le métal touche sa peau. Dans une lettre à son frère Mathias, il écrit « Ils ont mis du poison dans l'argent. Je le sens ramper sous mes ongles. » La lettre est estampillée à la cire, avec des traces de cendre. Selon l'apothicaire, cette cire n'était utilisée que pour les serrures rituelles. Les premiers symptômes sont consignés dans le journal du médecin du palais, Franz Hubert. Sa Majesté se plaint de démangeaisons entre les doigts et dans l'aine, accompagnée d'une odeur de cuivre pourri. La nuit, il y a de la sueur, si corrosive qu'elle brûle les draps de lin. Au même moment, les convulsions commencent. Les crises duraient de 3 à 9 minutes, parfois avec de l'écume à la bouche. Après chaque crise, Rudolf exigeait que le miroir soit retiré de la pièce et que les montants soient cloués. Il criait qu'on l'observait à travers le miroir, un œil miroir, et qu'il transmettait ses pensées à Würzburg. Les fenêtres de la chambre étaient scellées avec du parchemin. Le sol est recouvert de peaux d'agneau, prétendument sacrifiés pour la purification du sang. L'empereur ne prenait que des aliments sanctifiés simultanément par un prêtre et un kabbaliste juif. Toutes les viandes étaient cuites dans une solution de cendre et de vin. Le guérisseur écrit dans un rapport « La nourriture est insipide, mais il mange avec avidité, comme s'il avait peur de mourir de faim s'il touchait au pain. » La peau de Rudolf commence à changer de couleur. Des taches apparaissent sur son dos et ses épaules. D'abord violettes, puis presque noires. Il sentait le fromage pourri et le fer. Lorsque Hubert tente d'appliquer une pommade à base de cire et de goudron sur les zones enflammées, la peau se détache par couches. Le traitement est interrompu. Un domestique qui a vu le corps torse nu a déclaré sous serment « Ce n'est pas de la peau, c'est du papier pourri. Il bruisse quand il bouge. » Des rumeurs circulent, selon lesquelles l'empereur aurait été mangé par des alchimistes. Dans une auberge de la rue Charles, une oreille est vendue pour 5 gros sous. On la fait passer pour l'oreille de Rodolphe, prétendant qu'elle est tombée à cause de la pourriture. La ville est en effervescence. Dans la nuit, on vole chez Franz Hubert 2 flacons contenant des échantillons du sang de l'empereur. Au matin, une inscription au charbon de bois apparaît sur le mur de sa maison. Il est mort, mais il vit tant que vous lui donnez la potion. Lors du Conseil de novembre, les premiers 8 mots sur le transfert de pouvoir
sont prononcées. Mais Rudolf refuse de signer les documents. Ce jour-là, il griffonne un clou sur le mur de sa chambre. L'Empire ne mourra pas dans l'argent. L'Empire brûlera dans le verre. L'Empire brûlera dans du verre. Cette inscription fut recouverte. Mais plus tard, elle apparut à nouveau à travers le plâtre. La température dans sa chambre est maintenue en dessous de 10 degrés centigrades. L'empereur refuse d'avoir une cheminée. Il disait « Les flammes appellent l'ombre, et l'ombre est déjà sous mon lit. » Il dormait dans un fauteuil, enveloppé dans un manteau, imbibé d'onguents et de sang. L'un des serviteurs qui a enlevé la chaise est mort 2 jours plus tard. La chaise mourut 2 jours plus tard. La gorge enflée, les yeux rouges, le corps couvert d'écailles. En décembre, Rudolf ne se lève plus. Son urine devient noire. Ses selles deviennent aqueuses et cendrées. Ses yeux se troublent. Sa langue s'est fissurée. L'un des documents décrit « Il parle, mais les mots ne sortent pas. Il n'y a que des sons, comme de la pierre sur de l'os. » À la même époque, l'alchimiste Marek de Lodz avance une théorie selon laquelle l'empereur aurait été empoisonné par une solution d'argent mélangée à de l'arsenic. Il demande une autopsie, mais l'accès aux chambres est interdit. Les gardes sont doublés. L'inquiétude grandit dans le palais. L'une des servantes, Magdalena, disparaît. Le bruit court que Rodolphe l'a enfermée dans la cave pour se nourrir de son haleine. Les notes des moines disent « Il est en train de pourrir, mais il réclame la vie. » Il invoque les saints qu'il a lui-même fait tomber. Les bougies à son chevet étaient changées 6 fois par jour. Un liquide sombre est apparu sur le sol et personne n'a pu dire d'où il venait. Début janvier, aucun des courtisans n'ose rester avec lui plus de 5 minutes. Dans le journal de l'apothicaire, je suis obligé de m'enduire le visage de graisse avant de rendre visite. L'odeur brûle les narines. Sous ses ongles sévères, et ses ongles se détachent. Rudolf, cependant, refuse de reconnaître la faim. Il essaye encore de signer les papiers. Sa main tremble. L'encre coule sur le parchemin. Parfois, il met une croix, parfois une goutte de sang. La veille de l'épiphanie, un chat sortit en courant de son cabinet. Sa fourrure était arrachée. Ses yeux étaient morts. L'empereur prétendit qu'il s'agissait d'un messager de Johann Dee, un sorcier anglais, avec lequel il avait rompu tout contact depuis longtemps. Le soir, tous les miroirs sont ressortis. Il exige qu'on lui lise des psaumes et des formules de chimiques entremêlées. Dans le rapport d'un espion de Bavière, tout le palais est en proie à l'hébétude. Il est en train de pourrir vivant et tout le monde attend. Soit un miracle, soit la mort. Plus aucun ordre ne sort de ses mains. Le corps se décompose. Mais le cœur bat encore. Le 8 janvier de l'année 1699, les draps de la chambre de Rudolf n'avaient plus jamais été changés. Chaque fois qu'il tentait de le faire, le tissu se déchirait sous ses mains, laissant sur ses doigts une substance visqueuse qui absorbait le pus, la sueur et les résidus de goudron. Hubert note: il ne transpire pas, il suinte. Ce n'est pas du liquide corporel, c'est autre chose. C'est comme s'il y avait quelque chose
qui se préparait à l'intérieur de lui et qui cherchait à sortir. En ouvrant la fenêtre, une vapeur se forme dans la pièce et s'écoule lentement le long de la vitre, laissant des traces huileuses. L'empereur ne parle plus de façon intelligible. Il prononce des phrases brèves, parfois dans une langue inconnue. L'un des moines, convoqué pour l'absolution, quitte la salle, paniqué, en déclarant « Il lisait des formules interdites. J'y ai entendu des noms qui ne devraient pas être entendus par les vivants. » Interrogé, le moine a ajouté « Ses lèvres étaient ensanglantées, mais pas par des plaies. Il les avait déchirées lui-même avec ses dents. » À partir de ce moment, tous les greffiers de la cour furent remplacés. L'ordre n'a pas été donné par Rudolf lui-même, mais par le chancelier Lenzel, qui craignait que toute fuite ne provoque une émeute dans la ville. Provoquer une émeute dans la ville. Les hommes remplacés sont assignés à résidence. L'un d'entre eux mourut bientôt d'une étrange maladie. Sa peau devint grise. Un liquide sombre sortit de ses oreilles et il cessa de répondre à la parole. Dans le laboratoire alchimique du Hrad, une inspection d'urgence de tous les récipients est effectuée. Sur ordre du prince Mathias, arrivé à Prague sous prétexte d'affaires diplomatiques, mais préparant en réalité la passation de pouvoir, toutes les poudres et essences stockées sans inventaire sont confisquées. Parmi elles, une fiole contenant un précipité vert qui, au contact de l'air, se met à mousser. Son origine n'a pu être établie. Pendant ce temps, le corps de l'empereur commençait à se dégrader, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Une tuméfaction apparaît sur sa cuisse droite, qui devient une tumeur suppurante. Au bout de 3 jours, la peau de cette zone s'est rompue et environ 2 bols d'un épais liquide jaune-gris se sont écoulés. En essayant de faire un lavage, le tissu s'est encore fendu, exposant une partie de l'os du fémur. Huber a déclaré « Cela ne peut pas être le résultat d'un accident. Cela ne peut pas être le résultat d'une simple maladie. Il y a une interférence, quelque chose, le ronge de l'intérieur depuis des années. » Au fur et à mesure que son état se détériorait, les rumeurs de malédiction se sont intensifiées. Les gens ont commencé à se rassembler aux portes du monastère de Saint-Thomas, demandant des prières pour la délivrance de la ville. Plusieurs femmes ont affirmé qu'elles entendaient la nuit des bruits comme des grognements provenant d'un four vide dans le quartier de Grade. L'une d'entre elles a été créditée de la prophétie suivante. Son sang deviendra sel, et le sel deviendra flamme, et les flammes purifieront la capitale. Rudolf, bien que ne bougeant presque plus, reste conscient. Dans ces rares moments d'éveil, il réclame du papier. Il essaya de griffonner quelque chose, mais ses doigts étaient crochus. L'encrier, retrouvé par la suite, ne contenait pas d'encre, mais du charbon de bois broyé mélangé à de la graisse d'abeille. Un fragment de papier conservait les mots suivants. Ils ont cherché de l'or, mais ils ont trouvé de l'argent. J'étais de l'argent. Maintenant, je suis du mercure. Fin janvier, le cœur de l'empereur bat de façon irrégulière. Parfois, le pouls disparaît pendant quelques secondes. La peau de sa poitrine est devenue fine, d'un jaune bleuté, et les veines sont bien visibles.
Lorsqu'on le frotte avec du vinaigre, la peau se détache en flocons. Un serviteur, ayant laissé tomber un morceau de bandage, ne pouvait le ramasser sans gants. C'était chaud, comme s'il s'agissait d'un corps. Mais le tissu bougeait, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Cette affirmation n'a pas été confirmée, mais après l'incident, l'accès au corps a de nouveau été restreint. Un alchimiste, Sebastian Mach, proposa une méthode désespérée. Utiliser un mélange de mercure et d'or sous forme de vapeur pour purifier le corps et extraire le poison de l'intérieur. La tentative est faite. Pendant 1 heure, Rudolf est resté allongé dans une pièce remplie d'une épaisse vapeur. La température de son corps augmenta brusquement, sa respiration devint rauque et une d'épaisse fumée s'échappa de sa bouche. 12 heures plus tard, il tombe dans le coma. Mathias, craignant la fin imminente de son frère, réunit un conseil de 6 personnes de confiance. Des accords à huis clos sont signés pour le partage des pouvoirs. Le duché d'Autriche passe sous le contrôle direct de Mathias. L'envoyé espagnol Padilla laisse une note. Il respire encore, mais l'État est déjà divisé. Même s'il survit, il n'y aura pas de pouvoir. Ces documents ont été conservés dans les caches de la cathédrale Saint-Guy. Au même moment, c'est la panique dans les milieux alchimiques. L'un des disciples lance une rumeur, selon laquelle l'un des ingrédients de la potion impériale aurait été fabriqué à partir des cendres d'un hérétique brûlé. 2 hommes sont retrouvés pendus dans les casemates sans trace de lutte. 3 livres ont été brûlés dans les caves. Leur contenu n'a jamais été rendu public. Rudolf lui-même était entre la vie et la mort à ce moment-là. Son corps ne réagissait déjà presque plus. Seuls ses doigts se crispaient sa main parfois de manière convulsive. Un filet de sang s'écoulait de son nez et de ses oreilles. Ses yeux étaient fermés, mais ses paupières tressaillaient. Les lèvres étaient gercées. Une tentative d'administration d'une décoction d'encens et de bois de santal échoue. L'apothicaire note: la chair refuse d'absorber. Le corps ne veut pas être soigné. La dernière entrée est enregistrée le 29 janvier. Il est encore en vie, mais il n'y a personne en lui. C'est l'apprenti du moine qui se tenait à la porte qui a consigné cette information. Cette nuit, c'est là, plusieurs personnes entendirent quelque chose tomber dans la pièce. Mais personne n'entra. Ce n'est qu'au matin que le gardien vit que les bougies de l'entrée avaient fondu jusqu'au sol. L'une d'entre elles avait pris la forme d'un profil humain. Au début du mois de février, le corps de Rudolf a cessé de dégager de la chaleur. Un serviteur, chargé de changer le linge, remarque que la peau de son dos est devenue grise, comme recouverte de cendres. En voulant retourner l'empereur, on entendit un craquement. Le tissu du dos était collé au lit et s'en détachait. Ensuite, la décision de l'immobiliser complètement est prise sans discussion. On ne le touche plus qu'en cas d'absolue nécessité. La peau sous ses yeux a éclaté, laissant apparaître un filet vasculaire. Les moines, en service dans les chambres, notent dans un rapport au chancelier: le Seigneur semble lui avoir ôté toute apparence humaine. L'alchimiste Sebastian Mach quitte Prague sans attendre son procès. La rumeur veut qu'il ait emporté avec lui un certain In Folio, décrivant une expérience
qui aurait conduit à l'état de l'empereur. Le livre n'a jamais été retrouvé, mais les archives du laboratoire souterrain ont été brûlées sur ordre du Conseil. À partir du 6 février, des gardes sont postés dans le couloir à l'extérieur des chambres, vêtus de pagnes trempés dans le goudron. Ils avaient pour consigne de ne pas se parler et de ne pas regarder la porte. Une nuit, l'un d'entre eux vit une ombre mince sortir de sous les rideaux, humaine, mais avec un cou allongé. Il est mort 3 jours plus tard de fièvre. Avant de mourir, il a déliré en disant « Il n'est plus seul ». L'examen du médecin par une fente dans la porte montre que les yeux de l'empereur sont fermés, mais bougent sous les paupières. Un gonflement s'est formé au niveau de l'abdomen, sous lequel des gaz sont palpables. Lorsque l'un des guérisseurs tente de la percer avec une aiguille, un liquide sombre, à l'odeur âcre de salpêtre, s'échappe de l'orifice. Les personnes te présentent quittent la pièce, 3 tombent malades, l'une d'entre elles perd l'odorat à jamais. Pendant ce temps, la présence de la police secrète, dotée de nouveaux pouvoirs, se renforce dans la capitale. L'ordre est le suivant. Quiconque répand des rumeurs sur la mort de l'empereur sera exécuté sans procès. Rien n'y fait. On murmure dans la ville que Rodolphe est mort depuis longtemps et que son corps n'est que le porteur d'une malédiction qui pourrait ruiner l'Empire. Mathias envoie son médecin personnel, Andreas von Lothar, à Prague. Ce dernier, voyant l'état de Rudolf, refuse de donner un avis écrit. Oralement, il dit « Le cœur ne bat pas. Il se rétrécit comme un tissu enroulé. Les poumons ne respirent pas, mais dégagent de la pourriture. Selon lui, sans la chaleur conservée dans la région du cou, la mort aurait pu être prononcée. Dans une lettre secrète adressée à l'empereur du Saint-Office par le conseiller von Zollen, on peut lire « On craint que le corps continue d'exister en raison d'une force qui n'a pas de nature. Aucune maladie connue ne conduit à une décomposition aussi longue et pénible, sans arrêt, de la respiration. » La lettre est interceptée. Son auteur est retrouvé pendu à une charnière de porte. À Prague même, des incendies spontanés se déclarent. 3 maisons du quartier de Malastrana ont brûlé pendant la nuit. Les gens ont accusé un feu jaillissant du cœur des morts. La chapelle Saint-Nicolas est recouverte d'un drap noir. Les offices ont été interrompus. Les prêtres ont déclaré « Priez, c'est l'appeler vivant, et il n'est plus avec nous. » Le 19 février, les mains de l'empereur sont tombées. Elles se sont desséchées. Les mains se sont affaissées. La peau de ses coudes s'est fissurée. L'un des bandages retirés de son corps portait une empreinte, non pas une tache de sang, mais une image jaune qui ressemblait à un visage humain. Le moine qui l'a vu s'est jeté dans la rivière. Son corps n'a jamais été retrouvé. Un débat s'engage parmi les amis de Mathias. Continuer à soutenir le corps ou préparer une transition publique du pouvoir. Aucune décision n'est prise. Aucun médecin ou prêtre n'ose signer l'acte de décès. Le corps respire, faiblement, par intermittence, mais il respirait. Vers la fin du mois, les dents de l'empereur commencent à tomber. L'une d'elles, coincée dans un bandage, est confiée à un alchimiste pour analyse. Il s'avère qu'elle contient des traces d'argent. De nouvelles craintes se font jour. Les métaux implantés dans sa mâchoire sont le résultat
d'expériences destinées non pas à guérir, mais à prolonger la souffrance. L'analyse n'a apporté aucun bénéfice. Dans la pièce où se trouve l'empereur, l'odeur devient insupportable. Elle pénètre les murs, imprègne les meubles. Les tapisseries sont enlevées, brûlées. Le charbon de bois n'y suffit pas. La fumée masque à peine la puanteur. Les médecins commencent à chuchoter à leur arrivée. L'un d'eux propose d'injecter dans les poumons de Rodolphe une poudre d'encens et d'os de serpent broyé. Après l'intervention, l'empereur ne bouge plus du tout, mais il respire encore. C'est ce qu'a constaté un garde. Il a mis une plume sur ses lèvres et elle a tremblé. Cela s'est passé pendant la nuit. Au matin, on s'aperçut que le garde était devenu aveugle. Ses pupilles étaient devenues blanches. Interrogé, il a déclaré « Je l'ai regardé en face ». Mais il ne l'a pas fait. Les portes de la chambre de Rudolf ne sont plus ouvertes, même pour les médecins. Le 5e jour après la dernière tentative de pansement, l'un des surveillants dit par l'intermédiaire de l'évêque « Si nous ouvrons à nouveau la porte, il n'en sortira pas un seul homme, mais ce qui restera de son ombre. » Cette déclaration a été conservée dans les archives de la chancellerie, sous la mention « non vérifié ». Le directeur lui-même a disparu. Son corps s'est arrêté de respirer, mais son cœur a continué à se contracter. Les battements sont rares, 2 ou 3 en un quart d'heure. Le moine Augustin, posant la main sur sa poitrine, dit « Ce n'est pas un battement, c'est un écho. » Il est immédiatement renvoyé. Une semaine plus tard, on le retrouve hors de la ville, égorgé. Sur un mur voisin, on pouvait lire au charbon de bois « Il est partout ». À l'intérieur des chambres, la décomposition avait atteint les os. La région lombaire s'est séparée du bassin. L'un des médecins rapporte à voix basse que l'empereur se décompose mais ne meurt pas. La peau est ulcérée et les ligaments transparaissent. Les bandages ne sont plus utilisés, remplacés par des plaques de cire appliquées sur les parties du corps en décomposition. Les serviteurs qui se changeaient à la porte ne restaient pas plus de 2 jours. Ils sont ensuite emmenés avec de la fièvre, des hallucinations, des vomissements. L'un d'eux s'écrie qu'il a vu l'empereur assis au plafond. Un autre convainc les gardes que de petits insectes sortent de la bouche de Rodolphe. Tous sont isolés. Certains sont exécutés pour contamination par superstition. Mathias, qui se trouve à Brunn, envoie un nouvel ordre à Prague. Sortez le corps, constatez le décès, commencez les préparatifs de la passation de pouvoir. Il n'y a pas de réponse. La délégation, qui arrive à la tête de son ministre de confiance, n'est autorisée à pénétrer que dans la partie extérieure du palais. Le couloir menant aux appartements de l'empereur leur est interdit. Le chancelier de Rodolphe, Hermann von Hirschberg, n'a pas quitté sa chambre depuis 6 jours. Selon ses proches, il avait refusé de se nourrir, affirmant qu'il sentait de la mort dans chaque morceau de pain. Son corps a été retrouvé dans son bureau, les mains déliées, un drap brûlé posé à côté de lui, où la phrase « Ce n'est pas lui » était à peine lisible. Des prières spontanées ont été organisées dans les rues de Prague. Les gens qui n'ont pas reçu la nouvelle se rassemblent en silence, bougies à la main. Certains brûlent des traités alchimiques qui auraient été trouvés dans des caves. L'Église refuse de les reconnaître
comme authentique. Mais la ville s'en moque. La peur a remplacé la foi. L'un des scribes survivants, dans un rapport envoyé à Würzburg, a noté « Personne ne dit plus empereur, seulement il, la voix, le son, les cendres. Il est craint. On ne peut pas l'enterrer. On ne peut pas l'appeler vivant. » Cette lettre est la dernière mention officielle du nom de Rudolf jusqu'au jour de sa mort reconnue. Un incident se produit à l'intérieur du palais. Une partie du plafond s'effondre au-dessus de la salle de l'hôtel. Les constructeurs refusèrent de le réparer. L'un d'eux dit « C'est un signe, c'est un signe. Le bois pourrit parce que le trône pourrit sous celui qui ne meurt pas. » Les ouvriers ont été remplacés par des prisonniers. 3 se sont évadés. L'un d'eux mourut de brûlure au contact d'une substance inconnue trouvée sous la fresque. Une nouvelle tentative d'embaumement du corps échoue. Lors de l'ouverture du corps, des vapeurs noires s'échappent de la cavité péritonéale, provoquant la cécité d'un des assistants. Un autre s'évanouit. Le rapport d'examen ne contient qu'une seule phrase. Ne peut être décrit. Il n'y a pas de signature. La feuille a été retrouvée dans une enveloppe vide. Pendant ce temps, à Vienne, on discute d'un plan pour faire entrer des troupes à Prague. Une invasion directe est rejetée. Il y a un risque de soulèvement. Il est décidé d'attendre. Certains membres du Conseil suggèrent de mettre le feu à tout le palais. D'autres suggèrent de convoquer le légat du pape. Aucun compromis n'a été trouvé. Rudolf reste vivant. À la toute fin du mois, un homme sort de la porte du cabinet de l'empereur. Personne ne le reconnaît. Il porte la robe de Rodolphe, mais son visage est déformé comme par la suie. Il traverse silencieusement la galerie et disparaît dans l'aile est. La nuit suivante, l'abri qui abritait les derniers témoins des attaques impériales brûla dans la ville. Des 6 hommes, un seul a survécu, mais il a perdu la mémoire. Le lendemain, un héros annonce « L'empereur est malade, mais garde le moral ». Personne ne le croit. Une émeute éclate. Lorsque la porte du cabinet est ouverte de force le 11 au matin, il n'y a personne à l'intérieur. Le lit est vide. La cire sur le sol avait fondu, comme si quelqu'un avait fait un feu. Des empreintes ont été laissées sur le mur, non pas des empreintes digitales, mais des marques de paume, couvertes de plaies à l'intérieur. Selon les gardiens, la pièce était silencieuse, mais les murs bourdonnaient. Le corps de Rudolf est retrouvé 2 heures plus tard dans la cave, sous le laboratoire d'alchimie. Il était allongé sur le dos, les bras croisés, les yeux ouverts. Mais le crâne est partiellement détruit. L'os temporal a disparu. Un médecin de Brünn, arrivé avec la commission, consigne dans un rapport. Aucun des organes n'a conservé sa forme. Le foie est noir. Le cœur est comme du charbon. Le sang est immobile, sans couleur. Le corps était transporté dans 3 couches de tissu imbibé de vinaigre, de goudron et de cendre. Même à travers ces couches, on pouvait sentir l'odeur. Les gardes marchaient en silence. Le prêtre a refusé de réciter une prière. Il s'est contenté de dire que tout ce qui reste dans ses cendres quitte ses cendres. Par la suite, il lui a été interdit de dire la messe. Lorsque le corps a été transporté au tombeau, il n'a pas été placé dans le cercueil.
Le cercueil ne pouvait pas supporter le poids et l'odeur. On décida de l'enterrer dans une niche de pierre sans rite. Plusieurs évêques ne sont pas présents. L'ambassadeur d'Espagne est parti avant la fin de la cérémonie, prétextant une maladie. Le légat du pape refuse de reconnaître l'enterrement comme canonique. Le lendemain, il est rappelé à Rome. Selon le scribe Johannes Schultz, qui a conservé des copies de tous les ordres, ce jour-là, beaucoup de choses ont disparu. Ordre, sceau, signature. On ne parlait pas de la mort, mais de ceux qui étaient morts avec elle. La foi, la science, le droit. Des incendies spontanés se déclarant dans la ville. Traités, miroirs, récipients alchimiques sont brûlés. Des inscriptions apparaissent sur les murs. Il s'est réveillé. L'argent a pourri. Ne touchez pas aux cendres. Les funérailles n'ont pas été officiellement annoncées. Dans les archives, on trouve une note. La date du décès n'est pas précisée pour des raisons de stabilité. Mais Mathias préparait déjà une cérémonie militaire d'interférence. Il ordonne à ses troupes de s'approcher de Prague et de camper de l'autre côté du fleuve. La ville attend le siège. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, la dévastation commence. Les serviteurs disparaissent. Les laboratoires sont incendiés. L'un des moines est retrouvé pendu dans la salle des cartes, laissant sur lui une feuille. « Il m'a donné sa langue, je n'ai pas pu me taire. » Dans sa bouche, on trouve un morceau de parchemin avec des symboles indéchiffrables. Ils ont été remis à Vienne où ils ont été brûlés. Les derniers jours de Rodolphe ont dit qu'il n'a ni écrit ni parlé. Mais il a laissé des griffures sur la dalle de marbre à côté de son lit. 7 lignes, chacune se terminant par un point. Certains des alchimistes restés à la cour ont prétendu qu'il s'agissait du signe d'un cercle complet, d'un sceau interdisant l'entrée. Ils sont arrêtés et envoyés au Tyrol. L'un d'eux mourut en chemin. L'autre disparaît. Le jour de la proclamation officielle de la mort, toutes les cloches de Prague se sont tuées. Elles ne sonnèrent pas, non par respect, mais par crainte. De nombreuses personnes étaient convaincues que le son pouvait ramener ce qui n'avait pas complètement disparu. Des notes circulaient dans les rues. L'argent ne pourrit pas. Il infecte. Il est interdit de prononcer le nom de Rudolf à la messe. Son image a été retirée des pièces de monnaie. Les portraits ont été brûlés. Tout ce qui pouvait rappeler Rudolf était supprimé. Même les souvenirs étaient considérés comme contagieux. Le chroniqueur Augustin von Leuve écrivait dans une note privée: « Nous vivons dans un vide, brûlé sans corps, mais avec sa trace dans notre souffle. La mort n'a pas apporté la paix. Elle est devenue un vide que l'on craignait de voir se combler. » Le pouvoir de Mathias a été reconnu dans le silence, mais de plus en plus souvent dans les rapports, les mots, fatigue, tremblement, incertitude. L'Empire a un nouveau souverain, mais il n'est pas débarrassé du passé. Depuis le jour où le corps de Rodolphe a été enterré sans nom, pas une seule fois une cloche n'a sonné à Prague. Même au printemps, lorsque les cerisiers fleurissent, les rues restent vides. Dans les églises de rue, les offices se déroulaient porte close. Les prêtres,
se taisait pendant la liturgie, se contentant de lever les mains, car il craignait les paroles. L'empereur Matthias est entré dans la ville par une porte latérale. Pas de fanfare, pas de musiciens, il n'a pas touché le trône. Les ordres sont donnés depuis une salle d'un monastère situé à la périphérie. L'explication officielle était réparation de la salle. Mais les rapports disaient rien. Il refuse d'entrer là où les murs se souviennent de l'haleine du mort. Selon des documents établis à Vienne, il est décidé d'effacer toute la correspondance de Rodolphe, à l'exception des actes relatifs au commerce extérieur. Les archives de Prague sont vidées. Les formules alchimiques sont rassemblées dans des boîtes imbibées de goudron et brûlées sur la place Saint-Joseph. La foule n'applaudit pas. Personne ne sort. Seuls les enfants regardent derrière les volets. Les flammes engloutirent les symboles. L'une des dernières lettres envoyées avant la mort de Rudolf contenait la phrase suivante. « N'ouvrez pas la boîte en fer. On ne sait pas ce qu'était cette boîte. » L'archiviste Wolfgang Grunwald, mentionné dans le document, a été retrouvé mort dans un puits. Son corps n'a pas été enterré, mais brûlé. Son corps n'a pas été enterré, mais brûlé sans rite. Dans sa poche, on a trouvé un drap avec des taches incompréhensibles. L'un des domestiques avouera plus tard sous la torture, c'est une trace de mercure. Il voulait respirer comme les morts. Les disparitions spontanées commencent à Prague. Ceux qui servaient Rudolf disparaissent directement. Le premier à disparaître fut le jardinier, puis l'un des apothicaires. Plus tard, 3 membres du cercle alchimique. Aucune trace n'a jamais été retrouvée. On disait que les corps eux-mêmes s'enfonçaient dans les murs. Ils ont commencé à dessiner des signes sur les caves du château, à la craie, au charbon, puis au sang. Personne ne les a nettoyés. On les a simplement recouvertes de rideaux. Le chroniqueur Friedrich Lang, qui a quitté la cour, écrit dans une note privée « L'Empire ne prie plus. Il n'a plus rien à prier. Tous les mots ont été absorbés dans la pierre, tous les symboles ont pourri. Dans les universités, les cours de philosophie naturelle sont supprimés. Les professeurs sont interrogés. L'un d'entre eux a ensuite disparu. Une phrase a été gravée sur la vitre de son bureau. Il savait que l'argent ne purifie pas, mais attire. Le pape émit une bulle spéciale sur le silence. Il est interdit de mentionner l'alchimie, même dans les sermons. Les contrevenantes sont envoyées dans des monastères teutoniques où aucune correspondance n'est autorisée. Les rumeurs ne disparaissent pas pour autant. Des lettres en provenance de Pologne rapportent que la fumée noire des cendres brûlées apporte des maladies en Orient. En Suisse, on commence à brûler les miroirs. À Francfort, on cesse de frapper des pièces d'argent. À l'intérieur de l'Empire, la stupeur s'installe. Matthias, malgré son pouvoir, devient un prête-nom. Les ordres sont signés sans sceau. Les serviteurs ont peur de s'approcher des sceaux conservés dans l'ancien bureau de Rodolphe. Plus tard, l'un d'eux s'arracha les yeux. Ses derniers mots « J'ai vu une ombre se déplacer sur le métal ». Le trône sur lequel Rudolf était assis a été enveloppé de fer et emmené dans le donjon. Personne n'osait y toucher. Le métal qu'il contenait était considéré comme souillé.
Il n'a même pas été fondu. On l'a mis dans un sarcophage et on l'a recouvert de chaux. L'Empire ne chante plus d'hymne. La musique était jugée trop entraînante. Même les défilés militaires se déroulent en silence. Tout ce qui ressemble à de la sensualité est considéré comme hostile. L'alchimie est déclarée hérésie. Mais les gens chuchotent de plus en plus sur les marchés. L'argent à l'intérieur n'a pas disparu. Il pourrit. À la fin de l'année 608, une épidémie se déclare à Prague. Une fièvre inconnue. Elle ne se transmet pas directement, mais elle tue rapidement. Les corses se gonflent, les yeux noircissent, les ongles tombent, des marques sortent du front, comme les symboles des notes de Rudolf. C'est alors qu'ils ont parlé pour la première fois, non pas d'une maladie, mais d'une malédiction. L'un des derniers alchimistes vivants, réfugié à Cracovie, écrit « Il n'est pas mort. Il est passé dans les métaux, dans la pierre, dans les rêves. Il a été arrêté. Il est mort asphyxié dans sa cellule. L'histoire officielle dit qu'il est mort de sa propre main. Mais un clou a été retrouvé sur le mur, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Lorsque le nouvel empereur arriva à Prague 10 ans plus tard, il n'entra pas dans le château. Il est passé devant. Son cortège n'a même pas ralenti. Il ne s'est arrêté ni à la cathédrale, ni au palais. Le palais resta là, vide, fermé, à l'intérieur duquel, selon certains, régnait encore une odeur de soufre et de vinaigre. Ainsi s'acheva l'ère de Rodolphe II. Pas de sonnerie, pas de victoire, pas de pardon. Le temps de l'argent pourri et, de l'intérieur, la pourriture s'insinue lentement dans le trône, dans la ville, dans le peuple. Il fut le dernier à tenter d'appeler la lumière par le nom de Dieu et les ténèbres par une formule. Il est mort sans se rendre compte qu'il n'avait pas inventé l'immortalité, mais la contamination.